Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avec mon premier invité, on va parler d'un organisme qui a vu le jour l'été dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça vient en aide aux hommes violents. C'est l'organisme Le Saule. Et pour nous en parler, donc, j'ai le directeur clinique de l'organisme, M. Pierre-Paul Gagné. M. Gagné, bonjour. M. Tremblay, bonjour. Donc, comme je mentionnais, c'est un service donc, qui est offert depuis l'été dernier. Peut-être nous parler un peu de ce que c'est Le Saule. Le 18 juin dernier, de façon plus particulière, le Saule, c'est un service pour les hommes, comme vous le disiez bien, pour les hommes auteurs de violences conjugales et familiales. Et c'est un des volets de l'organisme communautaire Famille à cœur qui offre 4 volets au total. Je pourrais peut-être être plus précis. Oui. Au niveau des services, ce que l'on offre, dans le fond, on offre un premier contact téléphonique avec les hommes auteurs de violences conjugales et familiales pour tout le territoire du Haut-Richelieu-Rouville. Ces hommes-là nous sont référés par différents partenaires. Au besoin, on pourra aller plus loin là, au niveau des référents. Et ces hommes-là ont la possibilité de cheminer à travers des rencontres d'évaluation de besoins qu'on appelle, des rencontres de sensibilisation en individuel. Il y a une offre de service de groupe également. Puis il y a ce qu'on appelle, on rentre là-dedans bientôt, dans un suivi post-accompagnement. Bon. Essentiellement, je viens de vous parler de la trajectoire de service. Ouais. Je disais que ça existe quand même depuis un certain temps au Québec, ce genre de service-là, mais que Saint-Jean-sur-Richelieu n'avait pas ce genre de service. Donc, comment c'est né? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée d'instaurer cet organisme-là? Non, pas du tout. L'organisme est né suite à des réflexions, à immensément de demandes aussi, parce que ce territoire-là, pour faire grâce des détails, le territoire n'était pas couvert et n'était pas desservi par des ressources de ce type-là. Okay. Il y en a 4 autres en Montérégie. On pourra se reparler au niveau de la portée des services, mais c'est le résultat de plusieurs années, je vous dirais. Moi-même, là, antérieurement, il y a longtemps, des hommes auteurs de violences conjugales, on ne savait pas quoi faire avec ça. On référait ça à l'accueil psychosocial au CLSC, puis on faisait ce qu'on peut. Par contre, depuis, je vous dirais, peut-être un 4, 5, 6 ans, certains, il y a des partenaires qui ont travaillé. Ils ont dénoncé aussi l'absence. Dans les derniers 3 ans environ, notre organisme père, le PAIRS de Longueuil, pour ne pas le nommer l'Entraide pour hommes, a étiré le bras pour offrir des services jusqu'à temps que ça devienne impossible pour eux d'assumer l'entièreté. Ils se sont retirés et à travers ça, il y a eu une approche du ministère de la Santé et des Services sociaux par l'entremise du CISSS Montérégie Centre qui ont approché Famille à cœur. Et de ça, il y a eu des échanges, il y a eu de la collaboration et le Saule a vu le jour de façon grossière comme cheminement. Le Saule a vu le jour le 18 juin passé. Bon. Comment sont référés les hommes qui vous consultent et comment se fait le travail justement sur le terrain pour les aider justement? Parce que je pense que le but, c'est de les aider à réintégrer la société de la meilleure façon possible. Donc, comment ça se fait, ça? Elle se fait, puis notre objectif premier, c'est de les responsabiliser, ces hommes-là. C'est ce dont ils ont besoin. Ils n'en sont pas toujours conscients, mais c'est ce dont ils ont besoin. La référence se fait par nos partenaires, un peu nos partenaires du socio-judiciaire, c'est une grande catégorie. Nos partenaires du social, le social étant un réseau santé-services sociaux, étant les organismes à but non lucratif. Donc, on peut nous référer. Ce qu'on priorise de beaucoup, c'est que ce sont les hommes eux-mêmes qui appellent. Ils peuvent aussi être accompagnés par leurs intervenants, intervenantes. Et la seule raison pour laquelle c'est nous qui appelons ces hommes-là, c'est lorsque c'est référé dans le cadre du protocole que l'on a avec le service de police de la Ville de Saint-Jean. Bon. Depuis l'instauration donc, de l'organisme l'été dernier, est-ce qu'on peut déjà là, faire un premier constat sur l'aide que vous apportez à ces hommes-là, justement? Je vous dirais d'un point de vue quantitatif, au 31 mars dernier, donc à la fin de l'année financière, 129 hommes ont bénéficié des services. Quand même, on visait un 150, il y en a eu 129, 130 compte tenu des ressources puis de l'équipe qu'on a. Oui, puis vous êtes au début de toute façon, donc le bouche à oreille ne se fait pas nécessairement encore tout à fait. Là. Exactement, puis on a choisi de prioriser, en accord avec nos partenaires, on a choisi de prioriser le référencement, à défaut d'ouvrir de façon, dans la communauté, là, une ouverture accessible à monsieur, madame, tout le monde. Ça a été le choix. Je pense que ça a été une bonne décision jusqu'à présent. Puis simplement, dans le cadre du protocole avec le service de police, il y a 34 participants qui nous ont été référés. Bon. Quel travail vous faites auprès... vous avez mentionné les services que vous offrez, là, mais quel travail vous faites là? Aussitôt que quelqu'un vous appelle, il a besoin d'aide. C'est quoi les premières approches que vous faites avec ces personnes-là? Premier contact, on appelle ça notre accueil référence. Donc, on accueille ces hommes-là auteurs de violences conjugales. Si jamais ça nous intéresse, on pourra aller plus loin dans notre façon de les accueillir. Oui. On veut les accueillir de façon respectueuse et bienveillante. Mais rapidement, on veut cadrer. Quels sont leurs besoins? Quels sont leurs problèmes. Et à ce moment-là, on est capable rapidement, à l'intérieur d'une quinzaine de minutes, pratico-pratique, de savoir si le Saule est une bonne réponse pour eux, est un bon service pour eux. Et le volet référence, à ce moment-là, si le Saule n'est pas la bonne ressource,
et ou s'ils ne sont pas disponibles et disposés à travailler, on peut les référer vers nos partenaires. Donc, il y a plusieurs étapes. Là. À partir du moment où la personne vous contacte, il y a plusieurs étapes avant d'en arriver là, à un résultat concret. Là. Tout à fait, exactement. Plusieurs étapes, puis dont la prochaine, c'est en est une d'évaluation de besoins. On se doit rapidement d'aller vérifier et mesurer la motivation de ces hommes-là, leur niveau de conscience puis leur niveau de responsabilité à l'égard de leur comportement violent, parce que c'est ce que l'on veut, nous, à la base. Parce que, en fait, on peut faire le cheminement que l'on veut, mais si la personne n'accepte pas la responsabilité de ses gestes et de ses gestes, on peut pas rien faire. En tout respect, effectivement, puis c'est même un engagement, puis c'est une responsabilité clinique que l'on a au niveau de l'équipe clinique, à savoir un homme qui ne reconnaît pas ou peu, un homme qui n'a pas conscience, puis un homme qui responsabilise tout le monde autour. C'est pas un homme qui va faire long feu dans nos services. Et tout ça parce que ce qu'on souhaite, c'est la responsabilisation. Oui. Est-ce que les hommes sauvent facilement ces problèmes-là? Je pense que, évidemment, si la personne appelle, il a déjà une première étape de franchie parce qu'ils acceptent de consulter quelqu'un. Oui. Mais est-ce que c'est une étape qui est facile à faire? Elle n'est pas facile, de la honte, de l'orgueil, un manque de sensibilité, un manque de conscience. Moi, la violence, j'en ai vécu toute ma vie, donc c'est le policier qui m'a appris que ça existait, puis c'était... Non, il n'y a pas une ouverture facile, d'où l'idée que l'ensemble de nos services sont vraiment installés pour établir un lien avec eux, pour ensuite de ça, agir avec eux, entre autres à travers la confrontation. Oui. Bon, vous avez parlé donc des différentes étapes. Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité là, pour les personnes? Là? Quelqu'un peut vous être référé, mais est-ce qu'il y a des critères là, particuliers pour que les gens puissent accéder justement à l'organisme? C'est un service qui est inclusif, 18 ans et plus, un homme auteur de violence. Par la suite, ce sont plus des critères d'exclusion, je vous dirais. C'est-à-dire un gars qui veut venir au sol pour travailler, s'il y a un enjeu, puis il y a 2 éléments de comorbidité importantes au bureau, santé mentale. Beaucoup d'hommes sont aux prises avec des difficultés et des enjeux de santé mentale et de consommation. Ça veut dire que si on exclut ça, on peut accueillir tous les gars qui veulent bien cheminer puis qui se reconnaissent responsables. Après ça, une situation de santé mentale stabilisée sont les bienvenus. Nous, dans le fond, on veut juste se donner les conditions gagnantes. Déjà que c'est un créneau particulier, quand je suis un homme auteur de violence, on veut juste se donner les conditions gagnantes. Bon. Je sais que c'est très récent, donc c'est depuis l'été dernier, mais est-ce que vous avez déjà senti des résultats concrets sur le terrain? On a des résultats concrets. J'ouvre une parenthèse. C'est un créneau. La portée de nos services n'est pas ou peu évaluée dans la littérature, au niveau de la littérature scientifique. Par contre, ce qu'on ressort, bien sûr, on utilise l'expérience de nos pairs, de nos organismes pairs, mais ce qu'on est en mesure de voir, effectivement, 50 peut-être dans ces coins-là, un homme qui est capable de se reconnaître auteur de violence, un homme qui est motivé, et la motivation n'étant pas juste extérieure à lui, c'est un homme qui va passer au travers de nos services, puis dans les indicateurs qui nous permettent, nous, d'avoir une retombée, bien, un homme qui est capable de parler différemment, un homme qui est capable de prendre la responsabilité de ses comportements, ce sont au moins 2 indicateurs pour nous qui nous permettent de penser que notre service là, a une portée. Bon, vous avez parlé de l'approche aussi un peu plus tôt dans l'entrevue. J'imagine que l'approche doit être très particulière pour justement avoir une relation là, avec ces personnes-là. Là. L'approche, c'en est une de responsabilisation. C'est clair pour nous qu'on distingue aussi le comportement de la personne, mais je vous parlais de confrontation tantôt. Rapidement, on va installer une relation, puis notre relation, pour nous, on la veut respectueuse et bienveillante. Pour certains individus, certains partenaires, ça fait réfléchir. Du gars, c'est un homme auteur de violence conjugale et familiale. Pas du tout. Pour nous, c'est voulu. Parce que si on n'est pas capable de s'installer en relation, on n'aura pas de portée et éventuellement, tout le monde va perdre son temps et ça ne donnera rien. Donc, c'est de rester positif dans la manière d'approcher et de ne pas juger nécessairement la personne qui est en face de nous. Effectivement. Puis on veut vraiment distinguer. Beaucoup d'hommes, vous me posiez la question tantôt, dans quel état ils arrivent. Bien, c'est souvent, je me sens jugé, je me suis jamais senti entendu et reçu. Donc, nous, on a avantage. Puis, une autre caractéristique pour nous, c'est vraiment le cadre. Le cadre est important. Il n'y a pas d'intervention aléatoire. On ne va pas tâter, on va pas s'amuser à essayer de découvrir. C'est vraiment ce que l'on fait, on le fait d'une façon encadrée et rigoureuse. Je vais vous poser la question parce que, bon, c'est nouvellement arrivé ici, mais ça existe en province. Oui. Est-ce que le taux de réussite est très bon? Parce que les questions, les gens peuvent se poser. Bon, on peut prendre la personne et pas juste
juste des hommes. Là. Ça peut être des femmes ou dans des circonstances particulières qui se font suivre comme ça. Est-ce que le taux de réussite est très bon? Est-ce que les gens peuvent avoir une certaine confiance là, après que les gens puissent sont allés vous voir? C'est la question que je préfère à peu près. Sinon, un taux de réhabilitation. Oui, OK. Mais là, je ne peux pas vous apporter des chiffres et des données quantitatives. Par contre, je peux vous dire que en fonction de ce qu'on s'est dit tantôt, lorsqu'on met les bonnes conditions en place, je vais vous répondre en 2 temps. Lorsqu'on met les bonnes conditions en place, je vous dirais que la moitié des participants, là, on observe des changements concrets au niveau des comportements, des attitudes, puis de leurs responsabilités. Je vous répondrai aussi dans un 2e temps, c'est-à-dire la réhabilitation, mot que je n'aime pas puis qui ne s'adresse pas là, à nous en termes d'approche. En vertu de l'expérience de nos organismes pairs aussi, certains hommes, puis on est en train de le voir, certains hommes peuvent mettre jusqu'à 2 ans avant de sortir complètement la violence de leur mode de vie. Puis nous, c'est ce qu'on souhaite, là, a priori, après une rencontre. Parce qu'il faut comprendre d'où vient cette violence-là. C'est souvent difficile parce que les gens, souvent, a priori, ne savent pas nécessairement d'où vient cet excès de violence, mais il faut la comprendre, d'où ça vient. Il faut la comprendre. Pour certains, elle est normée. Elle est rendue légitime parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est ce qu'on m'a amené, puis on travaille en fonction de ces facteurs de risque-là, qui sont d'ailleurs reconnus là, par l'Institut national de la santé publique. On travaille en fonction de ces facteurs de risque-là. Fait que nécessairement, dans nos différentes stratégies qui sont sous-jacentes au niveau de la responsabilisation, une stratégie, c'est je vais te transmettre des connaissances. Je vais te confronter au fait que ce comportement-là n'a aucun bon sens. On appelle ça de la violence. C'est tout ça que tu veux? Est-ce que tu veux ramasser les conséquences qui viennent avec? Si oui, on n'est pas la bonne ressource. Sinon, parfait, on est la bonne ressource. À ce moment-là, voici le cadre qu'on t'offre pour cheminer. Je ne sais pas si vous allez comprendre le sens de ma question, mais est-ce que l'implantation d'un tel service est bien perçue? Là? Et je parle dans la population générale, mais chez les femmes en particulier qui sont victimes de violences, est-ce que c'est bien perçu? Ça suscite beaucoup de craintes et c'est très différent d'une ressource à l'autre. Puis je vous dirais, ça a fait partie des considérations dans la mise en place de ce service-là. Et de façon tout à fait légitime, certains se posaient la question, on va faire quoi avec ces gars-là? Pour certains et certaines qui ont des approches beaucoup plus radicales de détention ou d'incarcération, certains manifestaient des préoccupations par rapport aux retombées. C'est pas empirique, c'est pas mesuré dans la littérature scientifique. Et certains autres se posaient la question sur, malgré notre approche de responsabilisation, qu'en est-il de la sécurité des femmes et des enfants? Je vous dirais, avec le temps, on y a été de façon très rigoureuse, c'est-à-dire on a rencontré notre monde, on a rencontré nos partenaires, on s'est assis sur différents lieux de concertation, entre autres avec nos maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Et je vous dirais que ça va bien, on était capable de se parler. Puis, ultimement, on travaille dans le même sens, sécurité des femmes et des enfants. Fait que c'est pas parce qu'un homme vient chez nous qu'on l'écoute, qu'on l'accueille sur tout et sur rien. Il est cadré. Puis l'objectif premier, c'est on n'en veut plus de ce mode de vie-là de violence. Et ça, à ce moment-là, quand chacun connaît mieux, comprend mieux, est plus sensibilisé, puis on le fait de façon complètement ouverte et transparente. Là. Dernière question. Le SAUL, c'est pas anecdotique comme choix de mots comme pour représenter l'organisme. Peut-être nous expliquer un peu d'où ça vient? Brièvement, le SAUL, c'est l'arbre. C'est un tronc souvent qui est fort, qui est perçu comme étant imposant. C'est un feuillage qui peut branler là, au gré du vent. Donc, le tronc, on le voit, avec des racines très implantées. Donc, par rapport à nos hommes, au niveau de la violence, c'est souvent, il faut aller voir au niveau des racines. C'est un feuillage, je vais finir par le dire, excusez-moi. C'est un feuillage aussi qui s'en va jusqu'au sol. Pour nous, c'est une façon de distinguer ce que l'on voit de ces hommes-là et d'où ils viennent au niveau de leur origine. Puis, au niveau du logo, là, il y a du vert. Le vert, c'est l'espoir de changer. Et le dôme, ça fait une espèce de parapluie. Souvent, un saule, bien, pour nous, ça, c'est un lieu propice à l'autocritique. C'est un lieu propice pour se regarder et pour changer en toute sécurité. Bon. Donc, les gens qui ont besoin de services peuvent communiquer avec sur le site Internet. Il y a les Tout à fait. Et il y a de l'accueil référence qui se fait régulièrement tout au long de la semaine là, par les intervenants dans l'équipe. M. Gagné, merci beaucoup d'être venu nous parler de cet organisme et puis bon succès. Merci pour l'invitation. Bonne journée à vous. Bonne journée. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça.
Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Il y a quelques jours est né un nouvel organisme pour développer les logements sociaux à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans le Haut-Richelieu. Et on accueille deux personnes. Il s'agit de Marie Tessier et Claudine Vallière, qui sont membres du conseil d'administration de Éclat. On va vous expliquer ce que c'est Éclat au cours de l'entrevue. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, comment est né cet organisme-là qui répond sans doute à des besoins, mais comment on en est venu là, à fonder ce nouvel organisme? Il y a environ 4 ans, il y a une table de concertation en logement qui s'est créée ici dans le Haut-Richelieu. Puis, il avait été discuté de comment on peut faire pour développer du logement social, du logement hors marché. Quand on dit hors marché, là, on s'entend qu'il n'y a pas de profits qui se font avec ces logements-là, ce qui permet d'avoir un prix beaucoup plus abordable. OK. Ouais. Donc, comme une espèce d'OSBL là, que finalement s'est créé, qui découle de la table de concertation en logement. Bon. Ouais. Donc, vous faites partie du premier conseil d'administration. Je pense que ça fait seulement quelques semaines. Là. Oui. Je le disais, ça répondait à un besoin. Comment on en est venu là, à créer ça et les besoins, nous expliquer peut-être les besoins qu'on a ici en logement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Suite à la rencontre avec la table de concertation, il y a plusieurs organismes qui font partie de cette table-là et aussi des associations publiques, là, comme le CIS, l'OMH, en tout cas, il y a plusieurs associations. Ils ont demandé à la municipalité si c'était possible de faire une étude, justement, de la région. Ce qui a été fait, la municipalité a payé et on a eu les résultats de l'étude qui s'appelle, je vous le montre? Oui, tout à fait. Portrait du logement municipalité rurale du Haut-Richelieu. Je vais vous en donner quelques lignes. Là. La municipalité rurale comprend 24 554 habitants. Et à Saint-Jean, lorsque l'étude a eu lieu, il y avait 100 238 habitants. Il y a 9 815 ménages privés. Et d'ici 2041, le nombre de ménages s'accroîtra de 20 Conditions démographiques et socio-économiques. Il y a à Saint-Jean, il y a des familles avec enfants, il y en a 34,5. Au Québec, c'est 38,8. On parle de pourcentage. De pourcentage. OK. De pourcentage de familles monoparentales, il y en a 19,8. Excusez, à Saint-Jean, il y en a 26,4 De personnes immigrantes, à Saint-Jean, il y en a 4,4 De ménages où il y a une seule personne, à Saint-Jean, il y en a 33 Des personnes âgées de 65 ans et plus, à Saint-Jean, il y en a 21,7 Des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules, il y en a 35,8 Et la population en situation de pauvreté, à Saint-Jean, il y en a 5,2 Il a été déterminé que c'est 20 000 logements sociaux communautaires que ça prendrait dans la région pour bien répondre à la demande. On est en dessous du 2 présentement. Le Québec est à 4 Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, ici, on est vous corrigez si je me trompe, mais Saint-Jean et le Haut-Richelieu est une des régions où on offre le moins, où il y a moins de disponibilité pour les logements abordables, je pense. Hein? Puis il faut faire attention quand on dit abordable, parce qu'il y a abordable selon la SHL, selon la SHQ. Oui, ça, c'est un débat qu'on a. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, abordable, quand on dit qu'un 3,5 coûte pas loin de 1400, 1500 $, c'est pas abordable pour beaucoup de monde. Non, là. exact. Donc, il faut faire attention à ça. Puis quand on parle de logement aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas juste la brique. Il y a des clientèles, il y a des personnes qui ont besoin de soutien aussi. Puis ces personnes-là, ils ont besoin de services.
Donc, si on parle des personnes handicapées, les personnes autistes aussi, qui vont avoir besoin de soutien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de services comme dans un STHL. Non. Ça peut être juste un locataire sur place qui va répondre aux besoins si nécessaire. Bon. Ça sera le rôle de l'organisme. Peut-être nous en parler un peu plus précisément. Donc, vous n'êtes pas un organisme qui allait construire des logements, mais vous êtes un organisme qui allait aider à développer des logements abordables? Les deux. Les deux? Les deux. On va s'assurer de construire des logements sociaux communautaires pour toute la Avec l'aide de population, promoteurs? ou même qui vont appartenir à l'organisme. OK, aussi. Un peu comme certains organismes, comme à Valleyfield, il y a Solide, OK. qui fait aussi ce type de projet-là. Donc, c'est d'acquérir, de construire et d'aider les organismes qui veulent construire des logements. Bon. Il y a des chiffres que vous avez mentionnés là, qui me renversent. Il y a un chiffre, entre autres, il y a une famille sur 4 à Saint-Jean-sur-Richelieu qui vit en situation de monoparentalité. Oui. C'est énorme. C'est Beaucoup. énorme. Puis on pense que là, il y a juste un salaire pour payer l'habitation, un salaire pour le téléphone, les frais publics. Donc, c'est beaucoup, là. Ouais, Ça vient ouais. chercher une grosse part du salaire. Oui, c'est ça. Faut mentionner que la Commission des droits de la personne là, demande à ce qu'il y ait plus de 20 de logements sociaux dans les municipalités. Ouais. On est très loin du compte là, Très, si on très loin. regarde tout ça. Oui, Très on loin. est en bas du 2 Oui, c'est ça. Ouais. Donc, et c'est là que le 20 000 que vous mentionnez va venir. Est-ce qu'on atteindrait le 20 à ce moment-là? On ne serait pas loin. On serait pas loin? Oui. Ouais. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Juste un projet de construction pour un organisme, ça peut prendre jusqu'à 7 ans avant que ça aboutisse. Là. Tellement qu'il y a de dédale administratif à travers tout ça. Ouais. Donc, je le mentionnais en début d'entrevue, la formation de l'organisme, ça, c'est tout récent. Oui. Là, vous êtes, je ne sais même pas si vous avez eu déjà combien de rencontres du conseil d'administration. Un premier conseil d'administration. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Pour établir un peu les bases. Il y a plusieurs organismes qui sont impliqués. Est-ce qu'il y a des étapes là, que vous avez déjà mis sur papier pour éventuellement en arriver là, à un plan là, de construction ou d'annonce pour dire aux gens, ben là, il y a quelque chose de concret qui s'en vient? On a déjà un plan d'action qui a été établi à l'Assemblée générale. Maintenant, la mise en œuvre va être discutée à la prochaine rencontre du conseil d'administration qui va avoir lieu dans quelques semaines. OK. Ouais. Les organismes qui sont avec qui vous travaillez, là, vous avez parlé de l'Office municipal d'habitation, entre autres. Donc, est-ce que ces organismes-là ont des représentants sur le conseil d'administration ou sinon, ça va être une façon de travailler? Tout individuel. On est là en tant que personne parce que ça nous tient à cœur. Puis, toutes les personnes... En dehors des organismes communautaires peuvent s'impliquer. Ça peut être un citoyen qui décide de s'impliquer, qui trouve ça important, mais il peut venir faire ça avec nous. Là. Oui. Mais allez-y. Ce qui est arrivé, c'est que c'est à la table de concertation où il y a plusieurs organismes qui ont un intérêt par rapport au logement. Moi, je représente l'Association québécoise des retraités, les droits des retraités. Donc, qu'est-ce qui est aîné? Ouais. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Et je vous dirais que les personnes les plus vulnérables, surtout quand on parle de logement, ce sont les aînés. Ouais. Puis quand Marie parlait là, d'aide et de services, les logements ne sont pas nécessairement toujours adaptés pour quelqu'un, soit qui est en chaise ou qui a juste le déambulateur. Des fois, ça ne rentre même pas dans la porte de salle de bain. Il n'y a pas de bar, en tout cas. Là, il faut qu'il fasse des demandes. Ça prend des mois, des fois des années. Fait que c'est sûr que cette partie-là, par rapport à moi, en tout cas, c'est les aînés. Les autres, il y a les maisons des jeunes, parce qu'eux autres, ils parlent, ils aimeraient ça avoir l'auberge du cœur. Il y a la maison INA aussi pour les femmes violentées, qui est comme collaborateur. Il y a le CLSC qui est en collaboration, le CDC qui est en collaboration. Il y a une autre personne qui faisait partie du CAP, le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes. Il y a 2 membres de la QDR, puis qui me manque? Ça, c'est ceux qui sont dans le conseil d'administration, mais c'est tout nouveau. C'est ça. Mais vous faites bien de mentionner ces organismes-là parce qu'on voit que
faut quand même ratisser très large, hein, parce que je pense que le logement, là, ça touche tout le monde. Tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes. Et dans les projets que vous allez mener, j'imagine on devrait répondre à toutes ces questions-là d'accessibilité, d'abordabilité. Oui. On parle de logement abordable, mais c'est quoi l'abordabilité pour un logement aujourd'hui? C'est de ne pas payer plus que 30 de ses revenus. C'est d'en arriver à ne pas payer plus que ça. Donc, l'abordabilité, mais il y a l'adaptabilité aussi des logements. Tu sais, ça ne coûte pas plus cher de mettre une porte de 34 pouces au lieu de 32. Là, tu sais, donc, c'est tous ces petits détails-là aussi auxquels il faut penser quand on construit. C'est ça. Mais là, on parle de Saint-Jean, mais vous allez travailler avec d'autres municipalités du Haut-Richelieu. J'imagine que ça va s'élargir dans toute la région. Oui. Et vous avez déjà un bel appui. Je pense que la Ville a aidé à financer l'étude que vous avez présentée. Donc, la Ville sera derrière vous pour appuyer les projets. Oui, Mais on espère. À la table de concertation, il y a un représentant de la Ville qui est avec nous, puis il y a un représentant de milieu rural, qui est le maire de Saint-Alexandre, qui est avec nous, qui lui représente, qui nous parle du milieu rural. En fait, je pense qu'il est représentant de la MRC, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Fait qu'il nous parle de comment ça se passe en milieu rural, que c'est pas mieux qu'en ville, parce qu'eux autres, ils perdent des gens, parce qu'ils veulent s'en venir en ville. Mais souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de logement non plus, là. Non, c'est sûr. Puis même si les gens veulent se déplacer, mais il faut quand même leur offrir, il faut quand même qu'il y ait une offre de logement pour répondre à leurs besoins. Donc, on déplace souvent le problème. Et, On ne parlera pas de transport, parce que non. ça, c'est un gros autre dossier, problème. Un autre dossier. En terminant, on a pu voir les photos de votre lancement là, sur la page Facebook. Il y avait je pense que c'est déjà assuré d'un succès parce qu'il y avait beaucoup de gens présents de personnes, à votre lancement. Et je pense que ça confirme l'intérêt et l'importance d'avoir des logements abordables en plus grand nombre dans la région. Bon, On parle de socio-communautaire. Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon succès. Et puis, on va espérer que les gens puissent avoir accès à ces logements le plus tôt possible parce qu'il y a un besoin criant dans la région. Merci beaucoup. Si je peux juste rajouter... Très rapidement. Oui. S'il y a des gens dans la communauté qui ont un intérêt pour le logement, ça coûte 10 $ pour être membre de notre association. Bon, parfait. De l'OBNL, plutôt. Oui, voilà. Donc, il y a une page Facebook où ils pourront aller sur la nous page. contacter. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.